Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Donc, écoutez, on est là pour vous présenter effectivement le premier webinaire de la série du fil rouge dédié à l'expérience patient et plus spécifiquement à l'apport du design thinking sur l'amélioration de l'expérience patient. On va peut-être rapidement se présenter, Sébastien. Je te laisse la parole peut-être rapidement pour te Et présenter. oui, bonjour à tous, Sébastien Letellier. Donc, moi, je dirige El Factory et, en partenariat avec Cura Santé. Voilà, on essaye d'accompagner ce fil rouge qui va nous mener, nous dira Laurent, vers un voyage et même jusqu'à l'événement qu'on organise. El Factory, la société qu'on dirige, c'est une société qui accompagne les grandes entreprises de la santé, principalement laboratoires pharmaceutiques, établissements de soins, assureurs et institutions gouvernementales dans leur quête d'innovation à travers un parcours et un processus d'innovation qui passe par un événement assez connu maintenant et qui sera le bout du tunnel du fil rouge, en tout cas qu'on vous met en place, qui est le fameux Hacking Health Camp qui a lieu tous les ans en mars, dont ce sera la 10e édition en 2023. Voilà, du 24 au 26 mars. Anna, que vous présentera tout à l'heure, vous en reparlera sur la manière dont ça se déroule. Merci. Et nous, Cura, on est une société qui accompagnons les acteurs de santé dans leurs projets d'innovation. On va travailler sur des sujets divers et variés, essentiellement liés à la transformation numérique ou la transformation des organisations, aussi bien avec des établissements de santé que des startups, que des incubateurs, que des groupes de praticiens sur des sujets applicatifs, centres de santé et autres. Et effectivement, on est ravis de pouvoir co-organiser avec des acteurs comme Health Factory que vous voyez ici, comme avec Québec International, comme avec Québec Vitae, comme avec Telos, TechCare Paris que j'ai déjà cité peut-être, Invivox, Manager Santé, Health in Progress, ce fil rouge qui va nous animer pendant quelques mois jusqu'au Hacking Hills Camp, en passant par le voyage d'études qu'on va vous présenter et les webinaires et événements qui vont arriver là au mois de septembre, dont vous assistez au premier. Voilà, c'est pas très française, mais alors pourquoi ce programme? Pourquoi ce programme aujourd'hui? On est sur un sujet qui évidemment est dans toutes les bouches, l'expérience patient. Un sujet d'actualité, mais qui se relève quand même relativement complexe à traiter. On a beau travailler tous les jours sur le sujet, on se rend compte que tout le monde n'est pas forcément aligné sur la définition, sur le concept, sur la manière de traiter le sujet. Et donc, on va essayer de prendre cette thématique avec je pense, j'espère, beaucoup de modestie et surtout sans dogmatisme. L'idée, c'est de pouvoir arriver avec une approche qui est la nôtre, une approche qui marche, mais qui n'est pas du tout exclusive. Et surtout, on va se concentrer sur cette démarche d'expérience. Expérience patient, évidemment, mais aussi et surtout, enfin aussi, l'expérience de tous les utilisateurs d'un système de santé. Et voir un petit peu la porosité qu'on va avoir entre ces différentes expériences. La question qu'on va se poser, c'est finalement comment on fait pour impliquer tous ces acteurs, l'ensemble de ces utilisateurs du système dans la création de nouveaux services de santé. Donc on va apporter méthodes, des outils, une vision pratico-pratique, hein, c'est vraiment l'objet de ces événements webinaires, quelque chose qui soit vraiment axé quick win, si je peux me permettre, à travers des retours d'expérience, des ateliers, des cas d'usage, et donc un programme qui va commencer par ce webinaire, qui va nous présenter un état de l'art d'expérience patient en France avec une vision aussi transatlantique, une présentation du design thinking, et une vision pratique avec un outil qui va permettre d'analyser le vécu des patients en temps mois. Ensuite, on va se retrouver à Paris Santé Campus jeudi prochain, donc jeudi 15 septembre, pour un atelier pratico-pratique, encore une fois, patient de journée, qui va permettre d'introduire le design thinking sur un sujet précis que va être les insuffisances respiratoires pour lesquels on va réunir un groupe d'acteurs diversifiés avec des patients, avec des praticiens, avec des soignants, avec des établissements de santé, avec des industriels, avec des startups, avec des acteurs aussi de l'accompagnement comme nous, pour pouvoir réfléchir au vécu d'un patient sur un parcours de santé
et analyser les différents irritants, décomposer un petit peu l'expérience patient et arriver sur des propositions d'amélioration à travers une méthodologie qu'on va vous présenter dans ces ateliers. Idem, avant ça, on va avoir aussi effectivement un apéritif convivial pendant lequel on va pouvoir avoir l'enregistrement d'un podcast en live, donc ce 15 septembre à 11h30, qui sera également diffusé sur YouTube en live aussi. On va vous envoyer l'ensemble des informations pour ceux qui le souhaitent. Il faudra s'inscrire sur le lien qu'on va vous fournir. Idem avec le HESP le 27 et 28 septembre. On aura un atelier le 27 septembre. Idem sur une thématique précise qui sera concentrée sur les chutes répétitives de la personne âgée. Avec un atelier qui reprendra l'ensemble des acteurs qu'on a évoqués précédemment et aussi les élèves directeurs d'hôpitaux sanitaires, médico-sociaux de l'HESP, le HESP, pardon, excusez-moi. Et on aura le 28 un compte-rendu à une réunion en visio qui nous permettra de restituer cet atelier et de pouvoir effectivement parler des différentes expériences et parler du vécu des différents utilisateurs du système de santé, enfin, les acteurs du parcours, pardon, excusez-moi, de la personne âgée qui effectue des chutes répétitives. Ensuite, on aura le voyage d'études qui va nous emmener à Québec du 4 au 10 décembre, où on va pouvoir participer à des visites d'établissements de santé au CHU de Montréal, au CHU de Québec, au centre de recherche Vitam, où on va partager nos expériences, faire des retours vraiment d'expérience sur les bonnes pratiques d'amélioration de l'expérience patient, visiter les établissements, visiter leurs services, participer au forum de l'industrie de santé du Québec, grâce à Québec Vitae. Effectuer des rendez-vous personnalisés avec les acteurs québécois et ensuite se former au design thinking à travers la mise en place d'ateliers d'amélioration de l'expérience patient. Et donc ça, c'est vraiment voilà, un événement central sur ce voyage d'études, sur ce programme, pardon. Et donc ce voyage d'études qui est actuellement en cours d'organisation. Donc si vous êtes intéressé par cette étape, n'hésitez pas à nous contacter, à répondre aux différents messages qu'on peut envoyer. De direction d'établissement de santé, évidemment, et de start-up. Et ensuite, Sébastien, je vais te passer la parole pour présenter le Hacking Health Camp un petit peu plus en détail. Et oui, et après, on arrive à ce fameux hackathon, donc un marathon d'innovation. C'est quoi? On se retrouve pendant un week-end avec tous ces outils dont vous aurez, que vous maîtrisez peut-être déjà ou que vous commencez à maîtriser ou que vous aurez appris à maîtriser pendant tout ce parcours, incluant le voyage d'études, vont faire émerger des idées, des projets. Et ces projets, on les amène à ce type d'événement qui est un marathon d'innovation où on va essayer de travailler justement à des solutions qu'on va prototyper en 2 jours, en même pas 48 heures. L'idée, c'est pourquoi on fait ça? C'est parce que on essaye d'éviter de partir dans des grands projets complexes où on va se donner 6 mois pour faire des choses. Ça sert à rien en fait. L'important, c'est d'aller à l'essentiel très rapidement pour pouvoir vérifier que les hypothèses de solution par rapport aux problématiques qu'on a identifiées à travers tous ces ateliers design thinking euh, ont du sens, et parce qu'après, il faut passer à l'expérimentation. Donc, dans cette notion de design thinking dont on va vous parler maintenant, il y a plusieurs phases, hein, il y a 5 phases, et la dernière phase, c'est la phase d'expérimentation. Et prototypage et expérimentation. Donc, le Hacking Health Camp, c'est la phase de prototypage, et après, il y a la phase d'expérimentation qui est fondamentale. Et en fait, vous allez vous apercevoir que tout ça, c'est un cycle qui fait que quand on va prototyper et qu'on va expérimenter, on va s'apercevoir que dans l'expérimentation, les choses qu'on avait pensées au début, ça marche pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire, en fait, c'est autrement. Et l'expérience patient, justement, les échanges qu'on a avec les gens vont nous permettre d'apprendre plus et on va recommencer. Alors, on n'est pas obligé de faire des hackathons
tous les jours, hein, et de venir au Hacking Camp chaque année, même si je vous le conseille, c'est un super événement et tous les acteurs sont là. Mais au moins, quand vous aurez fait tout le parcours, vous saurez comment reproduire aussi cette démarche, parce que c'est une démarche d'innovation aussi chez vous. Voilà. Donc, c'est un événement qui est sur un week-end, qui dure 2 jours. On se retrouve, on est 500 chaque année. Vous allez y retrouver toutes les méthodologies que vous allez voir, comprendre et assimiler pendant tout ce parcours. Et là, elles sont condensées en 2 jours pour arriver à faire émerger des prototypes. C'est aujourd'hui ça va être la 10e édition, hein, donc c'est 250 projets qui ont été réalisés déjà, dont 25 startups créées et certaines que vous connaissez déjà, Synapse Médecine, Physimed, Pixacare, HypnoVR sont issus de ce hackathon. Donc, vous voyez, ça donne des choses plutôt pas mal. Et il y a plein d'autres projets aussi qui sont moins connus, qui n'ont pas levé de fonds, mais qui sont implémentés dans les établissements de soins ou chez les acteurs de santé parce qu'ils sont passés par cette démarche. Voilà. Et en plus, cette année, en sponsor, on a l'ANAP, hein, l'Agence nationale sur la performance, et on va aussi beaucoup travailler sur des sujets qui sont au-delà du médical, qui sont aussi de l'organisationnel, du recrutement, de l'attractivité, qui est un enjeu très fort en ce moment dans la santé. Merci. Évidemment, il faut participer au Hacking Camp. C'est un peu moins loin d'ailleurs que Québec, hein, donc il n'y À a pas d'excuse. Strasbourg. C'est vrai, je ne l'ai Euh, pas dit, c'est à Strasbourg tous les ans. voilà, donc on résume effectivement ce premier webinaire aujourd'hui, le 15 septembre à 11h30. L'événement à Paris Santé Campus, le 28 septembre à 11h, à midi 15, pardon, l'événement depuis le HESP, et le voyage d'études du 4 au 10 décembre, et enfin le Hacking Health Camp au mois de mars. Du 24 On au va donc 26. du 24 au 26 mars, pardon, excuse-moi. On va donc pouvoir passer la parole à Pierre Dems, qui est aujourd'hui président d'Op Conseil, avec un parcours de consultant en stratégie et management franco-canadien, 20 ans d'expérience. L'objet de cette intervention, ça va être de comprendre comment connecter la transformation du vécu des différentes parties prenantes, que ce soit le citoyen, les patients, les clients, les employés, aussi les fournisseurs, les partenaires d'un établissement de santé. Et on va profiter de son rôle du membre au sein du conseil d'administration de l'Institut français de l'expérience patient pour vraiment avoir cet état de l'art aujourd'hui de l'expérience patient. Et on va peut-être commencer d'ailleurs par une définition de l'expérience, Pierre, et je vais te passer la parole pour compléter la présentation et nous répondre un petit peu sur aujourd'hui qu'est-ce que ta définition de l'expérience patient. Merci. Doit mettre en place des pratiques pour pouvoir capter déjà ce que vivent. Hein. Donc, il y a un certain nombre de choses. On entendra tout à l'heure Catherine qui va nous parler de la startup Entends-moi, voilà, qui travaille sur cette captation, hein, donc de la voix des patients, mais également sur la compréhension finalement de ce qui est dit. Hein. Donc ça, c'est les deux premières choses. C'est capter la voix des patients, capter la voix des proches, également des employés, pour arriver à comprendre ce qui se passe et pouvoir ensuite co-concevoir des expériences. Et quand on parle de co-conception d'expériences, on parle naturellement de tout ce qui est design thinking. On en parlera bien sûr tout à l'heure. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais c'est vraiment là où on retrouve beaucoup de pratiques du design thinking dans ces pratiques de capter, comprendre et co-concevoir l'expérience qui sont mises en œuvre par les établissements de santé. D'accord ? Il y a une autre pratique qui est extrêmement forte et puissante, et j'ai le plaisir de travailler dans d'autres secteurs d'activité, dans le monde des villes, dans le monde des aéroports, dans d'autres domaines. Et en fait, il y a, je dirais, le COPPP que beaucoup d'entre vous, je suis sûr, connaissent, hein, le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, qui a été fondé au Québec. Et c'est vraiment un apport majeur du Québec, je dirais, sur les sujets d'expérience patient. C'est d'arriver à se dire comment on peut, et encore une fois, on en parlera voilà, beaucoup plus juste après, mais cette notion avec notamment Thérèse, sur cette notion de partenariat patient, où finalement le patient devient à la fois quelqu'un qui capte, je dirais, la vie finalement des patients. Bien sûr, il participe à sa propre expérience, à ce qu'il vit, voilà, dans son parcours de santé, mais en même temps, il va pouvoir devenir acteur pour pouvoir aider d'autres patients, capter leur voix et contribuer à faire évoluer en devenant également alors Thérèse en parlera mieux que moi, mais voilà, si j'ai bien compris, patient expert, où on peut voilà, contribuer à l'évolution de l'établissement de santé. Ça, c'est vraiment une spécificité du monde de la santé et une énorme richesse. Donc voilà, je veux vraiment mentionner ça. Alors,
donc, on a vraiment ces éléments qui sont importants. Mais après, derrière, quand on a capté, compris et co-conçu des expériences, c'est bien. Mais après, il faut que d'autres choses changent dans l'établissement de santé. Il faut également connecter tout ça à ce que je suis comme établissement de santé. Si je suis un établissement de santé pour enfants, mon positionnement, la stratégie que j'ai n'est pas la même. Je vais vouloir faire vivre des expériences spécifiques qui vont être différentes que si je suis dans une petite clinique de campagne où il y a autre chose, où il y a beaucoup de proximité. Donc, c'est vraiment tout ça qui va faire la différence. C'est ce qu'on appelle le connecter. Donc, c'est connecté à la stratégie de l'établissement de santé. Et ça, c'est une pratique aussi à développer au sein de l'établissement de santé. Et pour finir, et ce n'est pas le moindre, il faut arriver à faire collaborer tout le monde, mettre cette énergie et ce mouvement pour transformer la culture de l'établissement de santé en disant que l'expérience patient, ce n'est pas du travail en plus, c'est une façon différente de regarder finalement le quotidien de la vie de l'établissement. Et il y a toute cette aspect culture qui est extrêmement important, qu'on appelle le collaborer, et ensuite, bien sûr, avoir des indicateurs qui nous permettent de voir si oui ou non, en final, ça a un impact pour le patient, pour les proches, pour l'établissement, pour tout le monde, avec de la valeur ajoutée pour tout le monde. Et après, bien sûr, mettre en place des pratiques de transformation. Alors, j'arrive à peu près au bout de mes 10 minutes, il me semble. Donc, simplement pour vous dire qu'en conclusion, il y a un certain nombre de pratiques, en effet, là-dessus qui sont portées, et tu le disais, Laurent, au sein de l'Institut. Voilà, c'est la question que vous avez posée. Ah, pardon. Je veux dire, voilà, l'IFEP, effectivement, en 2 mots, quel est son rôle et comment l'IFEP aide au quotidien les établissements et les acteurs de santé? Je dirais, on a justement, encore une fois, oui, on est un institut de référence, mais en même temps, c'est quelque chose où voilà, on veut arriver à contribuer à ce que ce mouvement collectif, qui inclut beaucoup d'acteurs, qui contribuent à travailler sur cette expérience patient, fasse ce mouvement de contribution à l'évolution du monde de la santé. C'est vraiment une volonté, je dirais, voilà, d'arriver à être utile et de contribuer à cette évolution. Et ça passe naturellement par des groupes de travail thématiques qui permettent de développer des réflexions, donc la valeur ajoutée pour les établissements pour comprendre un certain nombre de choses, des parcours spécifiques, des choses qui permettent de comprendre tout ça et de les aider à travailler. Ça passe par voilà, il y a également un baromètre chaque année qui commence à être pas mal reconnu, voilà, pour l'évolution de l'expérience patient en France vers le mois de janvier-février chaque année. Il y a également des éléments très opérationnels d'aide autour de modèles, et notamment, on a un modèle justement qui est autour à la fois de l'amélioration de l'expérience patient, mais également du management de l'expérience patient, qui permet aux établissements, et plusieurs l'ont utilisé, pour pouvoir se dire où est-ce qu'on en est et commencer à avoir un diagnostic de l'état un petit peu d'où on est. Et bien sûr, ça vient inclure l'ensemble des dimensions dont je vous parlais quand je vous ai parlé de capter, comprendre, voilà, connecter, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est ça notre rôle. Et voilà, on essaye en tout cas d'être un acteur contributif à ce beau mouvement, et on y contribue tous. Et je suis vraiment très heureux d'être là. Merci encore pour l'invitation, Laurent. Merci à toi, Pierre. C'est très clair. Clairement, ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil au site de l'IFEP pour ceux qui ne l'ont pas fait déjà. Je pense qu'on est une grande majorité des acteurs à connaître cet institut de référence ici. Merci Pierre. On va donc passer la parole à Thérèse Psiouk, qui est une personnalité de la santé que beaucoup d'acteurs connaissent aujourd'hui, directrice des soins honoraires, auteure et conférencière sur les thèmes du patient partenaire notamment, le raisonnement clinique partagé. Elle a participé à la création d'un master de coordination des trajectoires de santé à l'Université de Lille, coordonné avec l'ANAP. Écrit des livres avec le docteur Hugues Lefort, notamment, patient partenaire, patient expert de l'accompagnement à l'autonomie. Donc, bon, bref, beaucoup de références. Merci beaucoup, Thérèse, d'être là. La première question que je vais te poser, c'est toi, quelle est ta définition de l'expérience patient? Parce que c'est un petit peu la question en running depuis. Voilà. Je te laisse la parole. Merci, Laurent, et merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, bonjour à tous. Pour moi, l'expérience patient est un vécu personnel qui peut se raconter à partir d'émotions ressenties. Et je suis de plus en plus favorable à des récits d'expériences écrits. Je l'ai personnellement vérifié en écrivant mon expérience en chirurgie et bloc opératoire, donc en tant que patiente, qui a été publiée par Manager Santé. Et dans ce récit d'expérience, je me suis aperçue qu'il y avait une question de départ qui est personnelle et qui est très importante pour chacun.
Ma question de départ, c'était le patient partenaire, c'est cette personne qui collabore, qui va participer à l'acte opératoire. C'est celui qui entend, qui écoute, qui s'exprime, qui répond aux questions. C'est celui qui peut ressentir une émotion, la peur, l'anxiété, mais aussi le désir, le plaisir, l'espérance. Est-ce que j'ai vécu tout cela? En fait, ce récit d'expérience que j'ai donc raconté en plusieurs pages, je l'ai publié et il a été lu par Yasmine Sami, qui peut-être d'ailleurs participe comme spectatrice à ce webinaire et qui est chef de projet à la HAS. J'ai été beaucoup surprise parce qu'en fonction de sa lecture, elle a mis en évidence que c'était très intéressant, même quand on avait des émotions positives, de pouvoir écrire justement son expérience patient. Et elle a mis en évidence les mots-clés qu'elle retrouvait dans ce récit d'expérience: l'ambiance, la confiance, l'information, la communication, la participation du patient, le leadership. Et je me suis aperçue qu'effectivement, ces mots-clés était peut-être une structuration qu'on pouvait tout à fait utiliser pour intégrer des verbatims à partir de ces récits d'expérience. Donc, je pense que les expériences racontées en oral me paraissent extrêmement importantes, mais dès qu'on parvient à pouvoir écrire un récit d'expérience, je pense qu'on va beaucoup plus loin et qu'on peut être plus approfondi et que pour nous, professionnels de santé, ça peut être extrêmement important d'avoir justement les éléments, d'avoir des mots-clés et d'avoir les verbatims sur lesquels on peut travailler. C'est une vision qui est tout à fait sensée, bon, évidemment. La question que moi je me pose, c'est comment, selon toi, un professionnel ou un acteur de santé peut améliorer l'expérience du patient, concrètement? Alors, je vais prendre ma casquette de professionnelle de santé puisque j'étais patiente, mais je suis en même temps professionnelle de santé puisque j'ai débuté ma carrière comme infirmière dans un service de grands brûlés et j'ai eu la chance aussi au cours de mon expérience professionnelle de pouvoir accompagner pendant 14 années des équipes directes de terrain puisque je faisais de la formation supervision directement sur les terrains, aussi bien dans les hôpitaux que dans les structures extérieures d'un territoire au niveau des territoires. Et je me suis aperçue qu'il fallait qu'on devienne de plus en plus explicite dans une relation que j'ai appelée la relation de partenariat dans mes écrits avec chaque patient. Je ne parle pas uniquement des patients partenaires experts. Je pense que la notion de partenariat, la notion de patient partenaire doit se développer également avec chaque patient, que l'on soit en situation aiguë, en situation chronique ou que l'on soit avec les critères de fragilité de la personne âgée. C'est une relation qui commence par la création du lien de confiance, qui n'est pas évident pour les professionnels de santé parce qu'on doit créer un lien de confiance lors de chaque rencontre avec un patient. Et c'est vrai que ces rencontres sont quand même très nombreuses et qu'à chaque fois, le patient étant différent, il faut trouver le moyen de créer le lien de confiance. Il faut réhabiliter aujourd'hui ce qu'on appelle la médecine narrative, puisqu'on avait développé ces dernières années beaucoup les questionnaires, par exemple, des recueils de données. On revient maintenant à la notion d'entretien et on revient maintenant à la notion d'écoute, d'alternance de position haute et de position basse au niveau de la relation d'aide pour que les patients racontent avec leurs mots de façon à ce qu'ils puissent justement exprimer exactement ce qu'ils ressentent. Aujourd'hui, les patients sont des acteurs de santé. Il faut les considérer comme des acteurs de santé dans la co-construction du raisonnement clinique et de la démarche clinique. Je pense que les savoirs d'expérience seront beaucoup plus riches si les soignants co-construisent également toute la dynamique des soins personnalisés. Ce que je suis en train d'exprimer, ça ne fait pas encore partie suffisamment des formations initiales. Je pense que le patient partenaire, qui est un concept, doit absolument se développer au niveau de toutes les formations. Alors, je vais conclure sur le fait que cet ensemble devrait favoriser, et je l'espère, de plus en plus les expériences patients positives, qui sont très importantes pour une reconnaissance des professionnels de santé. Je terminerai là-dessus. Mon récit que j'ai personnellement écrit donc, au bloc opératoire, sur mon expérience en bloc opératoire et en chirurgie, a été lu par une association d'infirmières de bloc opératoire belges. Ils se sont sentis extrêmement favorisés en lisant ce retour d'expérience
et ils m'ont transmis leur gratitude. Et je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui que ces récits d'expérience deviennent de plus en plus positifs et qu'on puisse favoriser justement en développant cette relation de partenariat. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ces retours positifs qui sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on imagine. Et c'est ce qui fait aussi la beauté du système et la beauté du sujet. Et je te remercie pour cette intervention qui termine par une jolie note. On va pouvoir… Je vous invite, je te coupe, Laurent, je vous invite à poser vos questions dans les questions-réponses que je vois qui arrivent dans le chat. On va essayer d'y répondre après. Je pense qu'en plus, il y en a certaines qui sont arrivées. On vous a mis le lien, Julien vous a mis, que j'ai répercuté. Faites attention parce que quand vous envoyez des trucs dans le chat, il faut bien envoyer à tout le monde si vous voulez qu'on le voit, parce que enfin, nous, on va le voir, mais tout le monde ne le voit pas. Enfin, voilà. Donc, j'ai mis des liens vers les livres de Thérèse sur le site de Manager Santé et vous pouvez aller voir toutes ces informations-là. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions dans questions et réponses et on va essayer de répondre aux questions. Peut-être une tout de suite pour Thérèse avec Okidoki. Je souhaite savoir si vous avez des retours d'expérience, des références ou des travaux sur le design thinking et l'expérience patient qui appellent les numéros des urgences, SAMU, SDIS, etc. Je ne sais pas si Thérèse, vous avez une réponse à cette question. Qui appelle les numéros des urgences, c'est-à-dire en fonction de la mission flash qui a été mise en place par le nouveau ministre de la Santé et qui donne une orientation. Oui, je pense que, alors je ne sais pas si je vais bien répondre, mais il y a eu même une présentation au niveau d'un journal télévisé qui montre qu'effectivement, la régulation, en fonction de la demande, peut envoyer par exemple une infirmière qui est d'ailleurs qui a une voiture de fonction, à qui on a donné une voiture de fonction, qui va à domicile. Et là, on nous avait montré l'exemple d'une personne âgée qui avait des douleurs au niveau des escarres et l'infirmière est allée à domicile, donc on est dans le aller vers, aller à domicile, elle ne va pas aux urgences et avec son portable, elle a pu être en visio avec un médecin qui directement a envoyé une prescription en fonction de l'évaluation clinique que l'infirmière avait faite. Voilà, donc ça c'est un des exemples. Je ne sais pas si je réponds à la question. Et merci, on verra si la personne elle pourra agir dans le chat et puis par rapport à ce que vous avez répondu. Et puis voilà, donc n'hésitez pas encore à poser vos questions. On peut y répondre en temps réel, les panélistes peuvent y répondre en temps réel, donc ils reviendront dessus et puis on continuera à poser les autres. Il y a aussi une question de bibliographie. Alors je pense que ça, tant sur le design thinking que sur l'expérience patient. Peut-être que Thérèse, tu as des livres à conseiller sur l'expérience patient en particulier ou Pierre aussi. Dans le livre, dans mon propre livre que j'ai coécrit avec un médecin urgentiste, il y a plusieurs exemples, effectivement. Il y a des situations très, très concrètes, très, très réelles. Donc, j'invite vraiment à les consulter, puisqu'il y a un détail, ils ont le lien. Il y a des détails qui sont extrêmement importants. Il y a beaucoup d'exemples dans chaque chapitre. Merci Thérèse. Et donc, retrouvez le lien dans le chat. Voilà. Et de mon côté, je mettrai des liens aussi dans le chat. Super. Alors, effectivement, pour les questions, pour les liens, enfin, toutes les discussions dans le chat, c'est parfait. Les questions, si elles sont posées dans la rubrique questions et réponses, c'est beaucoup plus pratique à traiter. Ça nous évite de remonter dans les archives. Je ne sais pas ce que tu en penses, Seb, ça sera peut-être plus facile. Oui, bien sûr, c'est mieux. Donc, on va essayer d'y répondre quand même pour ceux qui n'ont pas chopé le petit bouton. Mais voilà, le mieux, c'est quand même de poser les questions dans le bouton questions-réponses en bas. Merci. On va enchaîner avec la partie design thinking. Design thinking qui n'est pas un gros mot, qu'on va essayer de vous définir, de vous illustrer et d'apporter des exemples très concrets. Pour ça, on va donc proposer à Anna Ferrer et Aurélien Béguet de nous proposer une petite vision main dans la main. Alors, on va tester cet échange dynamique. Et donc, Anna Ferrer, qui est facilitatrice, experte du sujet chez Health Factory. Aurélien Béguet, qui a la lourde tâche d'être mon associé. Hop. Ah, si, non, j'ai cru que j'avais quitté, excusez-moi, la conversation. Aurélien, qui est donc mon associé et designer de métier. On va donc vous laisser la parole. Je crois que c'est toi, Aurélien, qui commence. Et tu vas nous dire qu'est-ce que le design thinking, selon toi. À toi la parole.
Yes, merci Laurent, merci. Très content d'être présent aujourd'hui. Du coup, effectivement, je vais essayer de très rapidement dégrossir un peu le sujet du design thinking. C'est un sujet qu'on entend parler et qu'on a entendu parler déjà depuis quelques temps. Pour la petite histoire, c'est un sujet qui existe depuis plus de 50 ans maintenant, donc du coup qui n'est pas tout récent, donc du coup c'est pas vraiment une révolution complètement d'impliquer design thinking. Certains métiers, corps de métier l'utilisent. Là, j'ai voulu donner une petite définition de Tim Brown, qui est en fait le président de l'agence IDEO, qui est une agence de design aux États-Unis, qui est un petit peu l'initiateur de la diffusion du design thinking. Alors, c'est pas forcément lui qui l'a inventé. Il s'est basé sur des études qui ont été réalisées à Stanford. Et donc, du coup, pour lui, design thinking, ça réunit trois grands éléments. Une approche d'innovation centrée sur l'humain. Donc, du coup, effectivement, quand on parle de santé, en général, on parle facilement de l'humain. Et donc, du coup, c'est un point de ressemblance qui est tiré en fait de la boîte à outils du designer pour justement aller à la rencontre des utilisateurs pour pouvoir capter leurs besoins et des possibilités technologiques pour pouvoir justement essayer de répondre au mieux aux exigences des entreprises. Et donc, du coup, c'est vraiment cette vision en 3 temps qui permet d'avancer sur cette philosophie en fait de la pensée du design, donc le design thinking, qui est un livre, L'Esprit Design, que j'ai entendu parler de livres, du coup, de Tim Brown, qui reprend un petit peu toute cette théorie. On a voulu un peu vous remettre un petit peu l'évolution du design à travers le temps, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de design, principalement en France, on se confronte souvent à cette définition du design qui est très autour du design produit ou autour d'un logo, mais pas forcément de toute cette partie design d'expérience. Et donc, du coup, en général, quand on imagine simplement qu'un designer fabrique des objets, c'est que du coup, on se positionne finalement dans les années 50, quand le designer travaillait sur l'édition. Et donc, depuis, on a pas mal évolué, mais c'est vrai que du coup, les consciences, les mentalités, les cultures n'ont pas forcément encore évolué sur cette définition du design. Et donc, du coup, on essaye modestement d'élever un petit peu ou de diffuser cette vision-là. Et tout s'est accéléré. Et du coup, j'en conçois, c'est une vraie accélération lorsqu'on a eu nos smartphones dans les mains. Et donc, du coup, on a un peu mélangé l'expérience utilisateur avec l'UX design sur simplement la création d'interfaces logicielles, alors que justement, quand on parle d'expérience utilisateur, on parle d'un parcours et on va beaucoup plus loin que juste une interface logicielle. Et aujourd'hui, on est un petit peu trop contraint sur ces sujets-là. Du coup, c'est un peu le triptyque que je définissais tout à l'heure, enfin, que Tim Brown définissait tout à l'heure, entre la faisabilité, la viabilité et la désirabilité dans les humains. Et donc, du coup, tout l'enjeu dans nos projets d'innovation, dans nos projets de création d'entreprise, dans nos projets de gestion d'équipe pour les collaborateurs, c'est de trouver le juste équilibre pour qu'on ne mette pas l'accent trop fortement sur la faisabilité technique. Et souvent, c'est ce qu'on veut faire, parce qu'on est quand même, malgré tout, un pays avec une forte culture ingénieriale. Et donc, du coup, on va vouloir mettre en avant fortement cette compétence-là. Et donc, du coup, l'enjeu, c'est de réussir à trouver le juste équilibre pour faire en sorte que les projets soient les plus cohérents possibles et qu'ils puissent avancer dans le temps. Merci. J'avais une petite slide sur justement on entend beaucoup parler du fait que le design thinking est une méthodologie je voulais appuyer un petit peu sur le fait qu'aujourd'hui c'est plutôt un état d'esprit qu'une méthodologie. Et donc du coup, dans cet état d'esprit-là, on a 5 points essentiels à avoir en tête. C'est que du coup, quand on travaille sur un projet, quand on travaille avec l'expérience des patients, l'expérience des collaborateurs, à travers un projet ou un service, il faut qu'on mette la priorité aux gens, aux humains. Il faut qu'on soit poussé soi-même dans une phase de curiosité où on veut apprendre, on veut grandir sur
sur ces sujets-là, comprendre leurs besoins, comprendre leurs problématiques, justement être à la rencontre des humains, être ouvert à la complexité. Aujourd'hui, un service hospitalier, c'est pas simple, loin de là, et donc du coup, c'est très complexe. Et c'est comment on va justement ouvrir cette complexité-là pour pouvoir essayer de trouver des solutions pour faciliter la vie des patients. Visualiser, j'aime bien justement mettre en avant, en lumière. Aujourd'hui, on est de plus en plus à travailler dans le drive, sur nos ordinateurs. On visualise pas toute la matière que l'on produit avec voilà, les petits post-it comme on peut avoir derrière moi. Et donc, du coup, comment on peut visualiser effectivement nos travaux, nos réflexions, et donc, du coup, le partager aussi au plus grand nombre et que ça reste pas juste derrière un ordinateur. Et la dernière étape qui est l'expérimentation. Et donc, du coup, c'est vraiment de tester, de prototyper, de tester, d'aller voir les utilisateurs, d'aller voir les patients, de construire avec eux. Et du coup, l'erreur n'est pas grave. Du coup, on peut améliorer le parcours et le service sur certains aspects. C'est clair, merci. Anna, je crois que c'est à toi la parole et on va te poser comme question de nous illustrer le fonctionnement de cette méthode. Yes, merci Laurent. Alors en fait, le design thinking, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais, super. Le design thinking fonctionne en 5 étapes. C'est comme l'état d'esprit avec 5 aspects de l'état d'esprit. On a aussi 5 étapes dans le design thinking et de façon très concrète, je vais vous les décrire dans les grandes lignes. Pour créer une innovation pertinente, notamment sur l'expérience patient, il y a une première étape qui est essentielle, c'est la phase de l'immersion. Alors, qu'est-ce que c'est cette phase d'immersion? C'est la phase où on va se plonger dans un service, par exemple hospitalier, pour voir les lieux, rencontrer les acteurs concernés et comprendre qui sont les patients, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le vivent, qu'est-ce qu'ils vivent d'agréable et de moins agréable. On observe, on interviewe les personnes concernées pour avoir une idée claire des pistes d'amélioration qu'on va formuler du coup en problématique. Par exemple, comment réduire l'attente aux urgences, comment rendre l'attente moins ennuyeuse, voilà, de façon très concrète. Deuxième étape, c'est la phase d'idéation. Alors, puisqu'on veut améliorer l'expérience là du patient et qu'on a formulé des problématiques à résoudre, on va chercher à générer des idées en masse, les plus évidentes jusqu'aux plus farfelues, et on va les sélectionner, on va pourquoi pas les hybrider pour concevoir une solution qui sera la plus pertinente à nos yeux. Troisième étape, c'est l'étape du prototypage. Ça, c'est la phase où on passe au concret. On va concevoir la solution, mais, comme l'expliquait Sébastien tout à l'heure, en mode ultra simplifié. On va concevoir une solution qui se construit vite, qui nécessite de mobiliser un minimum de moyens possibles, autant de moyens humains que de moyens financiers, au minimum, juste pour pouvoir tester l'idée. Ce qui nous amène à la phase suivante, c'est la phase du test sur le terrain. Donc, on va soumettre le prototype aux personnes qui vivent la problématique, et on leur demande, est-ce que ça résout le problème? Sinon, si ça ne résout pas le problème, alors du coup, on sait que la solution n'est pas bonne et il faut changer d'idée. Et là, on est content d'avoir peu investi sur le prototype parce qu'il va falloir le refaire. Et si jamais, oui, ça répond à la problématique, c'est pas mal du tout, mais en fait, quand même, ça répond pas tout à fait. On peut demander aux personnes qui vivent la problématique, alors qu'est-ce qui manque? Et du coup, on va avoir des billes pour passer à l'étape suivante, à savoir l'amélioration de la solution. Donc, en tenant compte des retours recueillis sur le prototype, on va améliorer, soumettre à de nouveaux utilisateurs, améliorer, soumettre, etc., jusqu'à ce qu'on ait une solution qui résolve complètement le problème et qui soit techniquement faisable et économiquement viable. Donc voilà pour les 5 étapes du design thinking. Et bien sûr, pour chacune de ces étapes, on va utiliser des outils qui permettront de collaborer efficacement et de faire fonctionner l'intelligence collective. Et du coup, je vais laisser Aurélien présenter les outils. On veut des exemples. On veut des exemples. Ce qui est normal. Du coup, je voulais vous partager avec vous des exemples, surtout sur la phase d'immersion, qui est en fait la phase la plus, on va dire, critique sur les étapes du design thinking. Souvent, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on opère sur ces sujets-là, et on se rend compte que on a toujours le retour de oui, mais c'est difficile de comprendre les besoins des utilisateurs, les besoins des patients, c'est difficile d'aller à leur rencontre. Et donc, du coup, je voulais vous partager 4 petits outils
qui sont, on va dire, de manière assez progressive dans l'état de maturation des connaissances de ces sujets-là. Donc, du coup, le premier outil qui est l'étude quantitative, ça, en général, c'est des sujets qu'on connaît plus, tous ou moins, et qu'on a tous plus ou moins réalisés. Que ce soit pour faire des enquêtes de satisfaction, que ce soit pour faire des enquêtes de marché. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser. La problématique, c'est que on reste sur de la data. Et donc, du coup, on va avoir énormément de données. Donc, il va falloir l'analyser, la synthétiser. Et donc, souvent, c'est un travail qui va être assez long. Et on reste dans une approche qui est quand même assez froide. On ne va pas à la rencontre, finalement, des patients ou des collaborateurs avec lesquels on veut travailler. Donc, du coup, je rebondis un petit peu à ce que disait Thérèse au tout début, c'est de se dire d'aller finalement faire des interviews, aller à la rencontre des patients, aller à la rencontre des collaborateurs pour justement, sous forme de café, sous forme d'interview de 40 minutes, de déj, on peut prendre vraiment n'importe quelle typologie de format, de pouvoir récolter des verbatims, récolter des histoires, récolter des problématiques, mais aussi des points positifs pour pouvoir justement construire à partir de vrais retours humains sur les solutions qu'on pourra prototyper par la suite. Une autre étape qui me paraît aussi importante, c'est la partie étude de terrain. Donc, c'est d'aller sur le terrain, d'aller se rendre compte aujourd'hui ce que vivent les patients. Souvent, en tant que designer, quand on va travailler sur le parcours patient dans un centre hospitalier, on installe une dashcam et on va parcourir le parcours du patient et on va se rendre compte que voilà, il va traverser ces couloirs longs, froids, blancs, il va s'allonger sur son lit, il va regarder le faux plafond, effectivement avec potentiellement une tache s'il y en a une. Mais du coup, on se rend bien compte que sur des patients qui sont là juste de passage, il n'y a peut-être pas un impact énorme, mais pour des patients qui vivent au quotidien dans les milieux hospitaliers, comme par exemple les enfants, qui peuvent vivre pendant des années dans ces environnements-là, ça peut créer un impact psychologique sur justement l'aide à la guérison. Et ensuite, effectivement, il y a toute cette étape de co-création, de co-conception, qui est d'impliquer finalement les patients, d'impliquer l'ensemble des parties prenantes sur le projet. Et donc, du coup, de les réunir, soit sous forme de focus group, soit sous forme de petits ateliers avec des post-it, pour leur poser des questions et récolter leur retour, leur feedback, et de pouvoir avancer ensemble sur la mise en place potentielle de solutions par la suite. Super. Je crois qu'Anna, j'ai une petite slide juste pour dire que aujourd'hui, design thinking, il y a plein d'outils, plein de méthodologies qui existent sur Internet. Du coup, c'est des screenshots qu'on trouve rapidement sur le web. C'est très bien, c'est déjà des premières briques pour pouvoir justement commencer à apprivoiser ces différents outils-là. Et c'est vrai que du coup, c'est souvent difficile de pouvoir, sans la méthodologie, sans état d'esprit, de pouvoir justement se dire à quel moment j'utilise tel ou tel outil. Et donc, du coup, souvent, c'est intéressant de pouvoir se faire accompagner. Mais c'est intéressant, malgré tout, de commencer à tester certaines choses pour pouvoir comprendre comment fonctionnent ces étapes-là. Oui, il n'est pas interdit d'essayer par soi-même. Après, c'est… Exactement. Il te restait une slide où Anna avait d'autres exemples qui pouvaient t'intéresser? Moi, j'ai un exemple d'outil qui est extrêmement utile. En fait, on s'est rendu compte que dans le process d'innovation, il y a une partie qui est souvent hyper difficile à mettre en œuvre. C'est la partie prototypage de la solution, et particulièrement quand il y a une composante numérique. Parce qu'on a beaucoup de porteurs de projets qui nous disent « Oui, mais je ne sais pas de quelles compétences je vais avoir besoin pour concevoir mon projet. » Et du coup, ils nous disent notamment je ne sais pas, je ne connais personne qui sait coder, je ne connais pas de développeur informatique, il faut un UX designer aussi, oulala, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est pour ça que chaque année, chez Health Factory, on organise un week-end de prototypage d'idées en santé. Donc concrètement, vous êtes porteur de projet, vous venez avec une idée le vendredi et vous repartez avec un prototype fonctionnel le dimanche soir. Et là, c'est le fameux hackathon que je vais vous présenter maintenant.
Alors du coup, ce marathon d'innovation, ça s'appelle donc un hackathon. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce hackathon d'un week-end? Le hackathon est structuré en 5 étapes. C'est le chiffre clé ce soir, décidément. Première étape, le porteur de projet présente son problème et du coup la solution qu'il a commencé à imaginer. Ensuite, il y a des équipes pluridisciplinaires qui vont se constituer autour du projet avec les bonnes compétences. Ensuite, les équipes vont pouvoir collaborer dans un lieu dédié avec toute une logistique autour d'eux, du matériel, des experts, vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir prototyper l'idée. Et à partir de dimanche après-midi, les prototypes sont présentés au public et au jury et il y a possibilité de remporter des prix. Voilà. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au passage, pendant tout le week-end, les participants auront rencontré tout l'écosystème d'innovation en santé pour poursuivre leur projet après le hackathon. Et ça, c'est extrêmement précieux. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par ce hackathon, l'événement s'appelle Hacking Health Camp. C'est du 24 au 26 mars. C'est organisé par Health Factory. Et en plus, cette année, particulièrement, ce sera les 10 ans. On va mettre vraiment tout notre savoir-faire, toutes nos méthodos dans l'événement au service des équipes projets. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'infos, on va mettre le lien vers l'événement 2023 et vous pourrez trouver toutes les infos nécessaires sur le site. Bien entendu, bien entendu. J'avais mis le lien au début, et là j'ai quelqu'un qui me demande si le hackathon se déroule à Montréal. Il y en a. Alors, il faut savoir que le Hacking Health est une fondation qui a été démarrée à Montréal. Le premier hackathon a eu lieu à Montréal. Et il y a plein d'événements qui se passent partout dans le monde. Il y a 60 chapitres. Donc, le Hacking Health Camp qui a lieu à Strasbourg en est un. Et le plus gros, c'est vrai, aujourd'hui on est plus de 500 chaque année, c'est le plus grand du monde. Voilà, c'est juste la particularité de Strasbourg, mais il y a plein d'autres hackathons qui se passent en France et en Europe et au Canada. Donc pour ceux qui veulent passer au Canada, à Montréal et dans d'autres villes du Canada, vous allez sur hacking-health.org et vous aurez l'agenda. Oui, pour ceux qui veulent rester au Canada après le voyage d'études, on ne leur interdit pas. On va avoir un taux de perte sur le retour. On va avoir un taux de perte, effectivement. On va enchaîner rapidement, s'il vous plaît, sur les quelques exemples hors santé et en santé sur les applications très concrètes du design thinking. Et je vais vous demander d'être super rapide. Yes. Du coup, je vois quelques petites infos passer aussi sur la ressemblance entre le design thinking et le marketing. Effectivement, il y a quand même pas mal de similitudes sur ces sujets-là. La petite différence, c'est qu'en général, en marketing, on parle de comment je m'adresse à mes cibles. Et dans le design, en général, une cible, on lui tire dessus. Et donc, du coup, en général, il meurt. Et donc, du coup, on parle plutôt d'utilisateur, d'humain, de gens. Et donc, du coup, c'est là où il va y avoir, en termes de terminologie, en termes d'approche, une petite différence entre le marketing et le design. Pour revenir effectivement sur un exemple qui parle un petit peu à tout le monde, j'ai voulu illustrer du coup le design de service, le design thinking, par cette photo qui est une photo où, avec une dualité. D'un côté, on a un produit physique qui est le vélo qu'on va acheter dans un magasin dédié, et de l'autre côté, on a un service de mobilité qui s'appelle Vélib. Maintenant, il y a beaucoup plus de services qui font la même chose. Et du coup, en gros, d'un côté, on a un objet simple, finalement, qui permet qu'on va acheter dans une société de consommation. Et de plus en plus, on ouvre finalement les chakras dans une société de service. Et donc, du coup, on va vraiment s'impliquer et on va vraiment travailler sur l'ensemble du parcours utilisateur. Et donc, du coup, c'est là où il va y avoir énormément de points de contact. Et donc, du coup, on va travailler sur une application mobile, sur une borne, sur le vélo. On va travailler aussi sur des métiers invisibles qu'on voit moins, sur la maintenance, les opérateurs téléphoniques, l'hotline. Et donc, quand on travaille en général sur un parcours, que ce soit un parcours d'expérience patient, un parcours d'expérience utilisateur, c'est l'ensemble de ces points de contact-là qu'il va falloir imaginer et penser pour pouvoir faire en sorte que l'expérience soit la plus fluide possible pour nos patients et utilisateurs. Le parallèle entre la santé et le soin comme point central est évidemment évident. Anna, des exemples en santé peut-être pour terminer. Yes, je vais en donner un si le temps est compté. Alors,
Pour améliorer l'expérience patient, on a un projet qui a été porté au Hackathon en 2016 et qui est très représentatif de ce qu'on peut faire pour transformer l'expérience patient. C'est HypnoVR, Sébastien a cité tout à l'heure. Ça fait partie des beaux exemples qui sont venus vraiment transformer l'expérience patient dans les hôpitaux et dans les cliniques. En fait, c'est parti d'un anesthésiste qui a remarqué que le stress qui est ressenti par les patients avant et pendant une opération, qu'on peut bien comprendre, ce stress pouvait être soulagé avec l'hypnose médicale. Par contre, l'environnement visuel et sonore de la salle d'op restait assez compliqué à gérer. Donc il a eu l'idée formidable, brillante, de mettre le patient sous hypnose avec un casque de réalité virtuelle pour l'immerger dans un environnement visuel et sonore qui est complètement onirique, qui le coupe totalement de l'environnement de la salle d'opération, et du coup l'hypnose est beaucoup plus profonde. Et alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Ça change totalement l'expérience du patient, parce qu'au lieu d'être en salle d'op, il est sur la plage, avec des oiseaux qui chantent autour de lui. Et médicalement parlant, il y a des gros bénéfices aussi, puisqu'il a besoin de moins d'anesthésiants. Donc, le risque médical est diminué, il récupère beaucoup plus vite. Je peux vous dire que tous ceux qui l'ont testé ne veulent plus passer à autre chose. Et voilà, c'est une solution qui est issue de Hacking Health Camp et qui aujourd'hui est utilisée par, l'an dernier, plus de 200-300 établissements en France. Donc là, je pense que les chiffres ont encore totalement explosé. Mais voilà comment on peut changer l'expérience d'un patient, notamment dans le domaine de la chirurgie, par exemple, pour rebondir sur l'expérience de Thérèse tout à l'heure. Ça peut être utile. On va terminer avec Catherine Cerizet qui va nous parler d'une solution, une plateforme d'analyse du vécu des patients. Donc là, on est dans l'illustration parfaite de ce qui vient de nous être raconté. Catherine, je ne te vois pas encore. Catherine, qui est une patiente engagée, enseignante de la perspective patient à l'Université de Paris-Sorbonne Nord. Pour le coup, ça y est, je te vois, pardon. Cofondatrice et directrice de l'expérience patient chez Entends-moi, qui est donc cette plateforme qui permet d'analyser et interpréter le vécu des patients. Je te laisse la parole. J'aimerais que tu nous racontes comment finalement cette aventure est née, cette aventure a été designée et à quoi ça sert. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, super. Donc déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis effectivement une ancienne patiente. J'ai été malade il y a 22 ans d'un cancer du sein et puis j'ai navigué dans le milieu associatif, un peu dans le milieu institutionnel et je vais vous raconter l'histoire d'Entends-moi. Alors, vous n'allez pas le croire. Voilà. Vous n'allez pas le croire, mais je vais encore parler du hackathon de Lyon. Ce n'est pas un fait exprès. Je vais vous raconter l'histoire d'Entends-moi. Donc, l'histoire d'Entends-moi, c'est une histoire de rencontre à ce hackathon de Delphine Blanchard, qui est une patiente experte qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois, qui était comme moi enseignante en e-santé, experte à la HAS et qui était blogueuse aussi, et qui a rencontré deux professionnels de santé, nos deux Guillaume Rousson, qui est kinésithérapeute et chercheur en expérience patient, et Guillaume Bézi, qui est docteur en pharmacie et qui est entrepreneur, un grand entrepreneur dans le domaine de la e-santé, notamment dans la santé psychiatrique. Et le Hacking Health de Lyon, tout le monde le sait maintenant, c'est là pour inventer la santé de demain. Et l'idée était justement de partir de cette expérience de patient et de se servir des nouvelles technologies pour permettre aux établissements de santé, entre autres, de modifier en bien, évidemment, l'expérience de vie, parce que moi, j'aime bien parler d'expérience patient, mais je rappelle toujours que le parcours de soins s'inscrit dans un parcours de vie et que l'expérience du soin s'inscrit aussi dans l'expérience de vie, et ça, je pense que c'est important. Donc, il se trouve qu'on a gagné le hackathon, enfin, ils ont gagné le hackathon et ils se sont dit que l'idée était finalement pas si mauvaise que ça et qu'il fallait en faire quelque chose. Ils ont été rejoints par Yann Legard, qui est le directeur technique et ingénieur et qui, pour faire une entreprise e-santé, il faut quelqu'un qui s'y connaisse un peu, et moi en fin d'année dernière. Donc, tout ça, ça s'est passé courant 2021 et là aujourd'hui nous avons été rejoints par, nous sommes 10 exactement aujourd'hui. Alors, c'est quoi la problématique? Tout à l'heure, j'ai entendu Thérèse qui parlait de récit, qui parlait de verbatim, et en fait, en santé, on a des choses
très précises pour recueillir la satisfaction et l'expérience des patients, c'est les PROMS et les PREMS. Alors, qu'est-ce que c'est que ces PROMS et ces PREMS? Les PROMS, c'est des questionnaires qui sont censés mesurer les résultats des soins perçus par les patients, et les PREMS mesurent l'expérience des soins vécus par les patients. Mais vous savez comme moi que c'est très bien d'avoir du qualitatif, mais le qualitatif à grande échelle, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que personne n'arrive à lire des milliers de verbatim. Donc, on fait des questionnaires fermés, des cases à cocher. Et puis, comme vous le présentait Anna tout à l'heure, ou Aurélien, je ne sais plus, on fait des focus group, on fait des entretiens, etc. Mais finalement, on en fait très peu parce qu'on est humain. Et puis, le problème de ces cases à cocher, de ces questionnaires quantitatifs, c'est qu'ils sont la plupart du temps basés sur des questionnaires d'études cliniques qui ne correspondent pas à la vraie vie, en fait, à la vraie vie des patients. Et puis, la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, ils ne sont pas co-construits avec des patients, mais ils sont pensés par des professionnels de santé. Or, les professionnels de santé, ils pensent des choses, mais ce n'est pas ce que vivent réellement les patients. Et on n'interroge pas les patients pour faire ces questionnaires. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'on trouve ce qu'on cherche. Mais si on ne cherche pas autre chose, on ne le trouve pas. Du coup, ça oblige à multiplier les questionnaires et leur recueil. Et donc, vous êtes comme moi, quand vous avez une dizaine de questions, de cases à cocher, d'une cinquantaine de questions, etc., au bout d'un moment, vous abandonnez. Donc, il y a un taux de participation très faible, et pas seulement en France, c'est un peu partout, un taux de participation extrêmement faible. Et puis, le dernier problème, et pas des moindres, c'est qu'ils ne sont pas évolutifs, c'est des questionnaires qui sont standardisés. Et donc là, on l'a vu avec la problématique du Covid, si on va interroger les patients sur la problématique du Covid, là, il n'y a pas de questionnaires qui sont faits pour ça et ça n'a pas évolué. Et puis finalement, tout ça ne permet pas de passer à l'action et c'est notre volonté de passer à l'action. Excusez-moi, j'ai du mal à… Alors l'idée, après ce hackathon, c'était de se dire, il va falloir recueillir des verbatims pour pouvoir les traiter, les lire grâce à des algorithmes de traitement automatique de langage, le TAL, le fameux TAL, qui est une technologie qui est extrêmement mature maintenant. Et l'idée, c'était vraiment de le travailler avec ce double regard pro-patient, puisque dans la gouvernance d'Entends-moi, il y avait des pros et des patients. Mais faire un recueil, c'était compliqué. Et puis, en santé, on a déjà un recueil de verbatim grâce à la Haute Autorité de Santé qui envoie à la sortie d'hospitalisation aux patients un questionnaire de satisfaction qui s'appelle le questionnaire ISATIS, avec une cinquantaine de questions fermées et, miracle, 2 questions ouvertes avec qu'est-ce que vous avez vécu de bien et qu'est-ce que vous avez vécu de moins bien dans votre expérience d'hospitalisation. Et ces milliers de verbatim, ces centaines de milliers de verbatim, personne ne les lit parce que personne n'est capable de les analyser. Et au mieux, ils restent enfermés dans des tableaux Excel. Donc, on est allé voir des établissements, et donc 9 établissements pilotes que vous voyez là ont accepté de nous rejoindre dans une phase pilote. Ils nous ont confié leur verbatim de patients. Donc, ce sont des établissements pilotes qui n'ont pas été choisis non plus au hasard. Ils sont très différents. Il y a la PHP, il y a les HCL, les Hospices Civils de Lyon, et puis il y a des centres de lutte contre le cancer, parce que l'expérience d'un patient atteint de cancer n'est pas la même que l'expérience de Thérèse qui a été en chirurgie. L'hôpital Foch, qui est très, très à la pointe et dont parlait Pierre, qui est très à la pointe sur l'expérience patient, et puis des CHU comme le CHU de Nice, la clinique Trenel ou le GHND. Ils nous ont confié ces 100 000 verbatim, mais le problème, c'est qu'un algorithme de traitement automatique du langage, je disais tout à l'heure qu'ils sont très au point, seulement quand vous passez à la moulinette d'un algorithme qui est entraîné sur des voitures ou des yaourts, les verbatim de patients, ça ne donne rien.
Donc, on s'est dit, on a 100 000 verbatim, on a remonté nos manches et on en a lu à la main, parce que l'intelligence artificielle n'est rien sans l'humain. Et on a lu avec un regard croisé patient-professionnel 30 000 verbatim. Et en partant de cette expérience, de ce que nous disaient les patients, ce n'est pas nous qui avons construit, c'est vraiment en partant de ce que disaient les patients, on a déterminé 13 thèmes qui revenaient de façon récurrente. Alors, des thèmes comme mon vécu par rapport au personnel, mon vécu de ma prise en charge, mon ressenti par rapport à la chambre, au repas, par rapport à l'admission, par rapport à la sortie, mon passage aux urgences, etc. Et puis, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit le personnel était super, c'est génial, mais pourquoi ils étaient super? Et en fait, les patients en parlent dans leur verbatim. Et donc, on est allé chercher dans ces verbatim pour apprendre à notre algorithme à le faire, voir ce qu'il disait. Alors oui, et les mots qu'a employé Thérèse étaient des mots qui font partie de nos leviers d'action, l'information, la communication, comment j'ai été inclus dans ma prise en charge, la gestion de la douleur, la vétusté de la chambre, le goût de la saveur ou la présentation du repas, etc., etc. Avec des niveaux de ressenti de très mauvaise expérience à très bonne expérience, en passant par bonne expérience. Et puis aussi, on s'est dit, mais on va transformer ces verbatim, ces expériences de patients en tableau de bord, en levier d'action, mais il faut aussi les co-développer avec les gens qui vont avoir ces tableaux de bord et qui vont piloter ces tableaux de bord. Donc, on a co-développé avec les 9 établissements, une centaine de professionnels, de représentants d'usagers, de patients partenaires qui travaillaient dans ces 9 établissements, et on a fait 18 ateliers. Les 9 premiers étaient pour réfléchir et prioriser ces thèmes et ces leviers d'action qu'on avait déterminés par rapport à l'expérience de leurs patients. Et puis, éventuellement, de nous faire des propositions, de nous demander d'aller chercher d'autres choses. Et par exemple, ils nous ont parlé du sentiment de sécurité ressenti par les patients. Et effectivement, c'était quelque chose qu'on n'avait pas appréhendé, mais qu'on retrouvait effectivement dans de nombreux verbatim. Donc, on l'a rajouté. Et puis, les seconds ateliers de co-développement, les 9 suivants, c'était pour faire des ateliers de data visualisation pour que les professionnels s'emparent de leur tableau de bord, parce que les tableaux de bord vont être différents en fonction du rôle que j'ai dans l'établissement. C'est-à-dire que un tableau de bord, ah oui, alors excusez-moi, avant de vous dévoiler nos tableaux de bord, je vous montre un exemple concret de verbatim. Que fait notre algorithme? Donc, sur un verbatim, comme les infirmières sont toujours très agréables, réactives, à l'écoute malgré la charge de travail, donc on voit bien qu'on parle des infirmières et du personnel, donc ça sera classé dans le thème personnel. Et puis, c'est une expérience patient très positive. Et les leviers d'action, on parle de disponibilité, les infirmières étaient réactives, on parle de communication, elles étaient à l'écoute, et de savoir-être, parce que les infirmières étaient très agréables. Et donc, sur des milliers de verbatim, l'algorithme va pouvoir classer comme ça, en thème, en levier d'action et en niveau de ressenti. Et donc, cette co-construction, elle est finalement extrêmement réussie. Et puis, je vous disais tout à l'heure que c'était en fonction de la place du professionnel ou du représentant d'usager ou du patient partenaire dans l'établissement. Pourquoi? Parce qu'un directeur qualité, un ingénieur qualité, un directeur général n'a pas les mêmes besoins que les professionnels de terrain. Donc, on a fait deux tableaux de bord, des vues experts où on peut effectivement voir de manière générale comment se passent les choses, comment l'expérience des patients vécus par rapport au thème et par rapport au levier d'action, le nombre de verbatim, etc. Ça de façon comparative également par hôpital ou si c'est un grand
hospitalier comme la PHP ou par service, et puis une vue temporelle. Si on met en place des actions, ces actions, on veut voir si elles ont un impact sur l'expérience de mes patients. Et puis, et c'est extrêmement important parce qu'on a beaucoup parlé d'expérience patient, mais il y a l'expérience des professionnels qui ne peut pas être déconnectée de l'expérience patient. Et on s'est rendu compte que l'expérience vécue vis-à-vis des personnels était extrêmement positive. Donc, le personnel, lui, va avoir les choses sur lesquelles il a une action. Sur le repas, il n'a pas d'action. Sur la chambre ou les locaux, il n'a pas d'action. Mais par contre, sur les rapports avec lui, évidemment, sur la prise en charge, sur la sortie, sur l'admission, ce sont des choses qu'ils nous ont demandé, que les professionnels nous ont demandé de voir en un seul coup d'œil. Et puis, on a aussi un top 5 qui permet de voir ce qu'ils font de bien avec des verbatims de patients positifs et ce qu'ils font de moins bien. Et ça redonne du sens au métier, redonne du sens à leur métier, et Dieu sait qu'ils en ont bien besoin. Et donc, de partage d'expérience, on finit et on est persuadé que ça fonctionne. Et notre ADN, c'est le partenariat, mais c'est aussi la recherche, la science. Et on est sûr qu'on va le prouver. Nous améliorons le parcours, et in fine, nous améliorons le parcours et l'expérience des patients. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Une amélioration tant sur le plan effectivement hospitalier que sur plus largement sur le système de santé. Et on vous remercie pour ces types d'initiatives qui sont, je pense, après chacun a son avis, de super illustrations de ce qu'on peut faire avec une approche comme le design thinking. Merci à tous, merci pour votre intervention. On va prendre après quelques minutes pour ceux qui ont encore le temps et qui n'ont pas encore trop faim pour répondre aux questions-réponses. Avant ça, un petit mea culpa de ma part, puisqu'on n'avait pas enregistré le début de la réunion. Et donc, je vais reprendre 2 petites minutes pour représenter le programme, avec d'ailleurs des petits éléments que j'avais oublié de préciser. Sur le programme, donc les prochaines étapes, on a le 15 septembre à Paris Santé Campus un atelier sur les insuffisances respiratoires. Je crois que je n'avais pas précisé ça tout à l'heure. Ça sera notre premier cas d'usage dans lequel on va avoir un atelier qui va se dérouler. Alors évidemment, ça sera dans un petit comité, mais on aura un temps de restitution à 11h30 de cet atelier dans un lien de webinaire qu'on va mettre d'ailleurs sur le site du voyage d'études. C'est vrai qu'on n'avait pas mis les liens, on nous a demandé, donc on va mettre les liens tout de suite. Le deuxième atelier aura lieu à Rennes, à l'EHESP, j'arrive à le dire pour une fois. Ça sera sur les chutes à répétition du senior qu'on va effectuer avec les élèves directeurs d'hôpitaux et médico-sociaux. Et on aura pareil une restitution à 12h15 cette fois-ci le 28 septembre. On va vous mettre le lien aussi. Évidemment, le voyage d'études. J'ai peut-être pas assez insisté sur un point, c'est vraiment le FISC, le Forum de l'industrie de santé du Québec, qui est un événement qui est super. Et puis les établissements à visiter, on vous en a parlé, que ce soit au CHU de Montréal, au CHU de Québec, avec ce nouveau complexe hospitalier et avec le centre de recherche Vitam sur la prévention. On a vraiment des choses qui sont super, en plus de la partie formation design thinking. Et enfin, on en a quand même bien parlé dans le webinaire, donc je pense que les gens ont dû l'entendre sur le Hacking Health Camp, qui est un événement indispensable, immanquable, et les qualitatifs peuvent être nombreux. Pardon, excusez-moi. Je voudrais juste ajouter, Laurent, juste si on peut mettre le lien vers notre site. Bien sûr, bien entendu. Et on va le mettre d'ailleurs sur le chat. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, évidemment. Tout à fait. Hop, je le mets tout de suite. Tu peux le mettre, Catherine, toi-même. Oui, je le mets tout de suite. OK, je le mets. Tac. Il est là. Dernier élément, et je n'en ai pas du tout parlé et je m'en veux terriblement. Pour les startups qui veulent venir à Québec, un appel à candidature, décidément, un appel à candidature est disponible aussi. On va pouvoir avoir une prise en charge partielle pour les startups qui sont intéressées et concernées par le sujet et concernées accessoirement par un accès au marché québécois. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu plus business. Et donc pour les startups, j'ai envoyé le lien, vous l'avez dans les réponses de candidature. Donc, vous pouvez vous rentrer dans le formulaire de candidature pour les startups qui voudraient participer à tarif réduit. Voilà, et évidemment les startups et les acteurs qui veulent participer au Hacking Health Camp, vous avez les liens aussi. Et dernier élément, pour répondre à la question, oui, un replay partiel, en tout cas un replay qui commence à peu près au début de l'intervention de Pierre,
sera disponible et on vous envoie ça par mail à la suite du webinaire. Comme ça, vous pouvez le partager avec les acteurs qui vous semblent les plus enclins à écouter ça. Et donc, pour répondre aux questions qui nous sont posées, il me semble qu'il y avait encore quelques questions qui étaient En suspens, ouais, tout à fait. Je vois que vous êtes encore 100, c'est magnifique, super. Donc, les gens ne mangent pas le soir. Donc, on avait quoi? Il y avait une question effectivement sur les logiciels utilisés par les intervenants de santé. Je rebondis directement, je me permets effectivement sur la porosité, alors moi c'est mon appellation, entre les différentes expériences. Notamment l'expérience du collaborateur. On parle beaucoup effectivement d'expérience du patient, mais il ne faut pas oublier que l'ensemble des acteurs médicaux, paramédicaux et administratifs qui interagissent lors du parcours sont des utilisateurs de ce système-là. Et qu'une mauvaise expérience du secrétariat, par exemple, qui n'a pas forcément envie d'utiliser un 158e outil avec une triple saisie, j'en passe et des meilleurs, ne pourra pas être un super opérateur dans le parcours. Et donc, évidemment, on ne peut pas parler d'amélioration de l'expérience du patient sans amélioration de l'expérience du secrétariat ou du praticien. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent répondre à ça et compléter un avis qui est un petit peu spontané, peut-être. OK. Je pense que je l'ai dit lors de mes présentations, je pense qu'effectivement, il faut parler aussi d'expérience soignant. Maintenant, l'expérience patient, là, je reprends ma casquette militante. C'est quand même celui qui souffre, hein, le patient. Donc, oui, bien entendu. Voilà. Donc, je pense que, et contrairement à ce qu'on pense, les patients partagent énormément de choses positives. Et Thérèse en parlait, et ces choses positives ne remontent pas aux professionnels. Mais si c'est ça remontait aux professionnels, tu vois. C'est parce que vous avez pensé aux utilisateurs et que vous les avez inclus dans le design de votre solution que cette solution peut être utilisée par les patients. Parce que si tu avais une solution qui n'était pas utilisable par un secrétariat ou par un praticien, on aurait un petit flop. Et donc, c'est vrai que tu vois, aujourd'hui, tu arrives à une amélioration de l'expérience patient parce que le patient est central, mais parce que tu as réussi à impliquer l'ensemble des utilisateurs et des acteurs dans le design de ton Absolument, service. La co-construction. C'est là où justement, quand on parle de transformation d'un établissement de santé, quand je parlais du levier de la culture, hein, voilà, il y a en effet tout un chemin à faire pour justement, quelque part, que voilà, il y a une évolution de, voilà, des façons de faire et des façons d'être dans la durée, donc qui inclut aussi beaucoup de choses dans cette boucle vertueuse entre l'expérience patient et l'expérience des personnels de santé. Complètement. Le biais de l'échantillonnage. Alors, on a eu plusieurs réponses. Entends-moi en est une excellente réponse. Effectivement, la machine peut faire des choses formidables quand on l'utilise bien. Je ne sais pas si Aurélien, Anna, vous avez des réponses complémentaires à celles qui ont déjà été apportées justement sur la multiplicité. Sur la partie biais. Oui. Bon, après, ça dépend aussi de la manière dont on va analyser ces données. C'est-à-dire que si on le traite justement avec une connaissance des biais qui existent aujourd'hui, bah, du coup, on va naturellement travailler les données de manière propre. Du coup, il y a pas mal de professionnels qui sont dédiés, notamment des phoneticiens qui travaillent sur ces sujets-là. Et donc, du coup, ça peut être intéressant de se rapprocher de ce genre de corps de métier pour pouvoir mieux analyser les données qui arrivent. Complètement. Anna, toi, sur l'échantillonnage, tu avais peut-être un avis technique, je ne sais pas. Non, je n'ai pas d'avis technique, mais c'est vrai que c'est important qu'on soit représentatif, mais ça fait partie du processus aussi. Je pense que comme dans tout, la préparation, c'est absolument essentiel sur les interviews, sur les projets, etc. C'est absolument fondamental de pouvoir essayer d'identifier qui sont les bonnes personnes les plus représentatives. Peut-être si je peux compléter aussi, hein, quand on regarde finalement le type de pratique qu'on peut avoir pour écouter les patients ou les proches, on peut identifier une quinzaine. Hein, donc, je dirais que voilà, il y a des approches voilà, où on vient en effet avoir des témoignages. Il y a le shadowing voilà, qui vient du design thinking qui permet d'observer un certain nombre de choses. Il y a des analyses de données qui permettent également d'avoir de la remontée de la voix des patients. Il y a
voilà, il y a des sondages, il y a une quinzaine de pratiques. Donc, la force de tout ça, c'est de se dire comment est-ce qu'on est capable de se nourrir parfois de ce trop-plein d'informations, on va dire, qui viennent un peu de partout, et d'arriver à les mettre dans la petite case pour dire c'est là où moi, établissement de santé, c'est là où je dois agir. Parce que quelque part, on ne peut pas agir partout. Il faut faire des choix et de se dire peut-être que dans les étapes vécues par le patient, c'est l'étape 4 sur laquelle il est le plus adapté d'agir. Donc, c'est vraiment cette notion d'arriver à une vision large de toutes les sources qu'on peut avoir. Hein. C'est vraiment ça qui amène, à mon sens, en tout cas, la valeur et dans la durée, finalement, le fait que l'établissement peut vraiment avoir en continu, finalement, ce flux de cette voie du patient par tous les moyens possibles. Tout à fait. Et puis juste pour compléter, les infos se croisent très rapidement en fait. Quand on part sur un mauvais échantillonnage et Exactement. quand on n'a pas les bonnes infos, quand on travaille sur le long terme, on se rend bien compte qu'à un moment, il y a une info qui était totalement marginale et que finalement, c'est pas représentatif. Donc très rapidement, on arrive à éliminer ces infos. Il ne faut pas éliminer le petit groupe de discussion avec 4 personnes qui disaient des choses, au début qui peut être des premiers signes, mais qu'après, derrière, sur la base de ces premiers signes, on vient le valider par un certain nombre d'autres choses qui nous permettront en effet de savoir qu'en effet, il faut agir. Mais le bon sens est souvent l'une des meilleures. Mais en fait, le design thinking, c'est vraiment une méthode de bon sens. C'est du bon sens structuré, en fait. Exactement. C'est pour ça que toutes les démarches paraissent très simples et très naturelles parce que c'est juste du bon sens. C'est juste que parfois, on n'a pas la méthode qu'il faut pour pouvoir pratiquer le bon sens dans le bon ordre. Et là, du coup, ça fonctionne. C'est pour ça que ça fonctionne très bien. C'est que c'est absolument logique, en fait, toute cette Ça fait une très bonne transition avec la question comment mettre en œuvre pratiquement sur le terrain quand on n'est pas formé. Alors, je vais faire une réponse un peu ironique. Hein. Vous êtes déjà en train de vous former en participant à ce webinaire. Mais bon, ça, c'est plus pour la blague. Enfin, pour la blague, non, c'est la vérité. Mais alors, une réponse évidente, c'est de se faire accompagner quand on peut. Aurélien l'a évoqué tout à l'heure et je vous laisse rebondir aussi sur le fait de commencer à utiliser des outils pour se rendre compte, pour commencer à goûter, mettre un doigt dedans et voir derrière comment on peut accélérer ça justement par cette logique d'accompagnement. L'IFEP fournit aussi des guides et une approche qui est très intéressante. Et aussi, en fait, une chose qui me semble intéressante, c'est il y a en fait des formations qui sont faites auprès d'établissements de santé sur une période de 3-4 mois pour arriver à ce que justement les personnels de santé développent des compétences, hein, parce que voilà, il y a une compétence pour aller se nourrir dans le quotidien de la voix des patients. Donc, on va accompagner un petit groupe de 10-15 avec de l'expérimentation pour les remonter de telle façon que vous voyez que ça soit aussi incarné. Ce n'est pas finalement un extérieur qui vient faire le truc, on vient aider finalement les personnels de santé à venir se nourrir de cette voix des patients dans leur quotidien. Donc, c'est ça, c'est une des façons, encore une fois, il y en a d'autres, hein, mais c'est une des façons de le faire. Et d'ailleurs, le personnel de santé est toujours ravi d'être connecté justement avec ces mots des patients. Ouais. Et ça a été fait, en Italie, où ils ont fait un peu ce que fait Entends-moi et les professionnels étaient absolument ravis d'avoir ce retour des patients. Alors, ils l'ont fait à petite échelle, etc. Mais quoi qu'il en soit, ils étaient ravis. La problématique qu'on a souvent dans ce qui est, alors j'entends ce que dit Anna et Aurélien, etc., mais la problématique qu'on a souvent, et moi je le vois dans le milieu associatif, c'est quand vous dites qu'il y a une dizaine de patients dans un focus group qui ont dit je vais prendre ton exemple, Pierre, le plafond était pas bien, était pas peint, et vraiment ça m'a gênée. On dit oui, c'est 10 patients. Quand il y en a 100, 150, 200, parce qu'ils ont l'habitude, ils ont besoin de chiffres, les professionnels. Et donc, quand on leur dit il y a 250 personnes sur 400 qui sont passées dans ce service, qui ont eu un scanner et qui ont vu le plafond, c'est pas très compliqué d'aller le repeindre. Juste pour compléter, effectivement, il y a la partie formation, il y a la partie outils, et puis et le travail qu'on est en train de faire là, pour le coup, c'est véridique, c'est la culturation. C'est-à-dire qu'un outil sans la culture sera difficilement exploité et ça passe effectivement par
j'allais dire un mindset si vous voulez faire Startup Nation, mais c'est vraiment ça. Enfin, je ne sais pas, contredisez-moi si je me trompe, hein. Je vois peu d'exemples d'acteurs qui ont réussi à changer radicalement, améliorer radicalement l'expérience patient juste avec un outil ou juste avec une méthode ou un template. C'est vraiment une culture managériale et une implication de tous dans la démarche. Et une volonté aussi, je pense. Il y a la volonté de le faire. Nous, on le voit dans les établissements. Il y a des établissements qui sont très, très en avance, très à la pointe, etc. Et ils ont envie d'améliorer l'expérience patient. Et puis, il y a des établissements qui sont plus à la traîne. Je parle sous ton contrôle, Pierre, mais je pense que toi aussi, tu l'as remarqué. Maintenant, les établissements, ils ont un problème d'attractivité. Il y a l'IFAC, l'incitation financière à l'amélioration de la qualité, qui est basé en partie sur l'expérience patient. Donc, voilà, c'est la carotte et le bâton. Peut-être que ça va marcher et qu'on va enfin pouvoir se dire que les choses changent. Si c'est pour une question financière, c'est dommage, mais voilà. Et je pense que, juste pour compléter aussi, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que l'expérience patient, c'est aussi une manière de faire des économies dans un contexte du monde de la santé, voilà, parce que justement, on va faire des choix pour faire des actions au bon moment pour impacter positivement la vie du patient. Et donc, en gros, parfois, on pense expérience avec un gros truc, on va refaire tout le truc, on va mettre un truc en bois, ça va être magnifique, et des entrées avec des choses. Bon, bah oui, on peut dépenser des millions sous le couvert de l'expérience, mais on peut simplement changer une petite chose qui, pour moi, va être un crédit majeur ou un regard, quelque chose, un crédit dans mon compte émotif majeur. Voilà. Donc, c'est une façon également d'identifier, voilà, de façon chirurgicale, sur le coup, d'aller regarder où agir précisément à un coût réduit, mais qui va permettre finalement d'avoir un impact maximal sur le ressenti du patient, des proches et également des personnels de santé. Je crois qu'on a très peu de temps, il nous reste 3 minutes. Quelle formation pour se former au design thinking et l'expérience patient? On va répondre, je pense, par mail. On va être un petit peu plus exhaustif que là. Et puis, il y a des solutions autour de la table déjà. La phase de prototypage et test n'est pas simple à mettre en œuvre. C'est vrai. C'est vrai, ça c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Et là, ça demande encore une fois beaucoup d'expertise et d'expérience. Donc, effectivement, il faut s'y acculturer, il faut être prêt à ça, mais il faut aussi être accompagné pour le faire correctement. Alors moi, je pense qu'il faut aussi l'intégrer dans les formations initiales. Il faut introduire un état d'esprit dans les formations initiales, aussi bien médicales que paramédicales, que médico-sociales, enfin, tous les professionnels de santé. Je pense qu'aujourd'hui, on ne parle pas encore suffisamment du concept de patient partenaire, du concept de patient partenaire expert, et comme des concepts, hein, pas uniquement comme des notions, donc ça c'est extrêmement important. Et puis on ne parle pas du tout de l'expérience patient. Donc je pense que les idées peuvent venir aussi des étudiants en formation. Donc ça c'est un... Et puis peut-être aller aussi, c'est la dernière chose que je dirais, en vous écoutant, je pense qu'en France, on met beaucoup de nouveautés en marche, on met des démarches d'amélioration de la qualité, hein, et donc suite à l'expérience patient, on peut mettre en place effectivement des démarches d'amélioration, mais il faut aller jusqu'à les évaluer. Il faut aller jusqu'à les évaluer et avoir des indicateurs de résultats qui soient des indicateurs précis. Voilà, moi je pense que ça c'est important aussi. C'était le chiffré dont je parlais tout à l'heure dans le modèle des 7 cycles, et vraiment d'arriver à avoir cet élément. Une gouvernance et chiffrée, c'est clé. Si on n'a pas la bonne gouvernance, les bons acteurs qui pilotent et un chiffrage, bah, quelque part, tout le reste ne sera pas pérenne. C'est très clair. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a une vue temporelle qui permet justement aux professionnels de voir l'amélioration vécue par les patients sur un point précis, c'est le désir. C'était un webinaire d'introduction, donc c'est vrai que volontairement, on n'a pas abordé ces sujets de formation initiale, on n'a pas abordé les sujets de retour sur investissement, on n'a pas forcément abordé les sujets de mesure de la performance, mais bon, ce sont des sujets qui sont entièrement corrélés et on va essayer de les creuser dans la suite de ce fil rouge parce qu'ils sont indispensables à la pérennisation de tout ça, aussi bien en amont qu'en aval. Donc clairement, je crois que tout le monde… On en garde pour la prochaine. Hein. Oui, on en garde pour la prochaine. Non, sinon, on peut rester. Il est quelle heure? Il est 20h.
Oui, il est 20h. Je crois qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Je sais pas, j'espère qu'il ne reste pas trop de questions. On les relira, on vous y répondra dans le compte rendu. Et puis, mille merci à tout le monde d'avoir bien voulu jouer le jeu. On est ravis de ce premier opus et on se retrouve donc le 15 septembre depuis Paris Santé Campus à 11h30, si je ne dis pas de bêtises. Pour ceux qui, à 11h30, hein, pour ceux qui veulent venir sur place, mais on peut aussi suivre à distance en live les podcasts qu'on enregistrera sur place. C'est vrai, tu viens de le préciser, c'est un événement hybride, donc on peut effectivement se retrouver sur place, boire un verre, écouter les podcasts ou les suivre soit en YouTube Live, soit je ne sais pas encore. C'est plus sympa l'apéro sur le rooftop. Hein, donc, plus sympa l'apéro sur le rooftop, effectivement. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.